Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je vais vous parler aujourd'hui du triangle d'or que constitue le Burkina, le Mali et le Niger. Sur TikTok, j'avais déjà fait cette prédiction en disant tout simplement que le Mali a malaisé la France, que le Burkina a burgé la France, porté la France à ébullition, mais que le Niger va niquer la France. Et vous êtes en train de constater naturellement avec émerveillement jusqu'à quel point, et je vais utiliser une mauvaise expression, pardonnez-moi, le Niger est en train d'enculer les autorités françaises. La chose est tellement si évidente, très évidente, que cette France ou ces autorités françaises complètement déculottées, souvent même éhontées, ont décidé d'adopter des comportements enfantins. Lorsque j'entends le président de la République française, la grande France, le président Sir Emmanuel Macron, et vous allez faire très attention aux éléments de langage, c'est-à-dire les jeux de manipulation linguistique. Il dit précisément ceci, que l'ambassadeur IT, Sylvain, est pris en otage. Vous voyez, certains mots, tout comme lors du COVID-19, il avait certains mots à la bouche. Nous sommes en guerre. Lorsque il y a l'échauffourée entre la Russie et l'Ukraine, nous sommes en guerre. Et là, il a changé. Il vient parler d'une situation créée par lui-même. Il vient dire que l'ambassadeur est pris en otage. Et c'est ce qu'il sert à son peuple. Imaginez, si nous n'avions pas l'Internet et si nous n'avions pas des médias alternatifs et qu'il n'y avait que les médias que les autorités françaises maîtrisaient, on ne, enfin, le peuple français, le digne peuple français, ne serait pas informé du machiavélisme macronien dont nous sommes aujourd'hui en train de voir la face véritable. Parce que quand un président de la République ment ouvertement, littéralement, tout en maintenant des expressions que je vais être clair, c'est logique, et je vous ai déjà dit, ce sont des gens qui manipulent la logique et le raisonnement en faisant croire à leur peuple que la logique et le raisonnement sont la vérité, alors que la logique et le raisonnement ne sont que des mécanismes de réflexion et ne constituent en rien du tout la vérité. Et que la vérité, associée naturellement à la dimension que je vais appeler la dimension éthique, la vérité nécessite une forme de transcendance. Mais lui, il dit que l'ambassadeur a été pris en otage. Ces éléments de langage, ce narratif d'un individu hyper conformiste, donc allant jusqu'à créer ses propres règles, ses propres lois. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il va dire que il est pris en otage, il est affamé, on l'empêche de manger, et donc il veut nous montrer que le monsieur, il tient la barre. Il a dit la même chose de Bazoum qui a été bazoumé. Il dit que Bazoum, il tient, il est démocratiquement élu et que Bazoum fait un peu comme l'honneur de la démocratie. Et pourtant, la démocratie n'est pas Bazoum. Le peuple, c'est ça la démocratie. Et le peuple dit après, nous ne voulons plus de Bazoum parce que nous avons constaté l'évidence de la corruption
et du copinage avec la France ou les autorités françaises et le vol, le pillage des ressources du Niger. Et à partir de là, le peuple a pris conscience, quel que soit le moment que ça a pris pour que les gens réalisent, lorsque les gens réalisent, ils ne sont plus d'accord et le langage est unanime, à savoir les bases militaires françaises dégagées. À quel moment a-t-on dit à un réfugié en France de dégager et il dit « je ne bouge pas ». À quel moment a-t-on dit à quelqu'un qui a même le visa en France, on lui dit « sors du pays » et il va oser dire « je ne sors pas du pays ». Ce n'est pas son pays. Lorsque vous embarquiez, n'est-ce pas, des immigrants dans votre pays, que vous les renvoyez chez eux par avion, sous coup de publicité, personne ne disait rien. Même si vous ignorez de façon notoire que la loi du choc en retour s'applique à toutes les civilisations et que si la France a utilisé l'Afrique, a spolié l'Afrique, a parasité l'Afrique, le moment viendra où justement la France sera le chasseur qui est à son tour chassé. C'est la loi de la nature et il en sera ainsi. Aujourd'hui, le Niger, le peuple nigérien, avec toutes les organisations, avec les nouvelles autorités, disent les bases militaires françaises dégagées, vous n'êtes pas chez vous. Même un enfant comprendrait cela. Une personne morale, éthique, comprendrait cela, à savoir que vous n'êtes plus le bienvenu. Vous étiez le bienvenu à un moment donné. Lorsque je rends visite à une personne dans sa maison et que mes comportements ne conviennent plus à la maison ni à la maisonnée, les gens ont le droit, c'est leur droit. Je vous assure, c'est leur droit de dire, monsieur, vous n'êtes plus le bienvenu, dégagez. Ne serait-ce que pour les bonnes relations ultérieures. Et ça, on n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre ça. C'est pour ça que je dis que des fois, on a comme l'impression qu'il y a un manque criard d'intelligence et il y a une instauration de l'abrutisme et naturellement de l'éhontisme. Parce que ce qui est évident et qui est vrai, c'est qu'un peuple dit, on n'a plus besoin de vous. On veut s'assumer, dégager. Vous imaginez, si pendant 10 ans, la France avait armé, formé les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, le terrorisme aurait disparu depuis longtemps. Mais en quelques semaines, je vais même peut-être exagérer, en quelques mois, on a armé l'Ukraine comme pas possible contre la Russie. C'est incroyable. On a dépensé des milliards, ce que l'Ukraine n'a jamais donné à l'Union européenne ni à l'Europe. L'Europe a dépensé des milliards pour l'Ukraine. Et pourtant, si nous comptons l'uranium qui a été pillé au Niger, sans parler de l'or au Mali, qui se chiffre à des milliards, en fait, on n'a pas eu des livraisons d'armes au Mali, au Burkina ni au Niger. On n'a pas eu des formations avérées pour pouvoir dire voici ce qu'on pourrait appeler vos matériels militaires en 10 ans. Vous imaginez un pays comme le Mali qu'on aurait armé pendant 10 ans. Le terrorisme, si ce n'est pas une volonté impérialiste, bien sûr, pour créer des tensions de basse pression, le terrorisme aurait déjà disparu et le djihadisme avec. Mais comme c'était une volonté affichée, machiavélique, de mettre ces pays, le Sahel, sous tension de basse pression, de conflictualité et de continuellement piller les ressources, eh bien, il ne fallait pas les armer. Il ne fallait pas former. Et quand la Russie décide de le faire, on dit maintenant, la Russie est mauvaise. La Russie n'a pas fait la guerre à la France. La Russie a utilisé une stratégie beaucoup plus fine, plus intelligente,
d'un maestro. La Russie s'est contentée de réaliser que si elle libérait les Africains, la France tomberait. Et c'est ce que la Russie a décidé de faire en sourdine et de façon affichée. Ce que nous constatons malheureusement, c'est que Emmanuel Macron n'a pas encore appris la leçon de l'histoire. Et je vais, à travers cette vidéo, clarifier certaines choses pour les uns et les autres et dire simplement félicitations à ce triangle d'or. Je l'appelle triangle d'or parce que l'avenir nous le dira pourquoi j'ai appelé ça triangle d'or. Sans oublier que j'avais déjà prédit la réincarnation, j'ai dit qui était la réincarnation de Assimi Goïta et je pense qu'aujourd'hui les gens se rendent compte de ce que j'avais dit. Et donc, logiquement, ce triangle d'or, le Burkina, le Mali et le Niger, c'est un triangle d'or. Un triangle qu'on ne peut pas briser. Et je vais vous faire une petite démonstration. Mais avant, rappelons encore un fait. Aujourd'hui, on parle des migrants qui sont bloqués à la frontière européenne. Mais il y a quelques mois encore, l'Europe a accueilli des millions d'Ukrainiens. Il n'y avait aucun problème. Vous voyez, en fait, il y a comme une sélection que les gens imposent sous fond de racisme. C'est un mot que les gens n'aiment pas, mais qui est avéré. Le racisme existe en France. Le racisme existe. Le racisme existe encore chez des minorités françaises, chez des oligarques français. Le racisme existe. Et on tient compte de ça pour appliquer la politique de deux poids, deux mesures. Mais le fait est que même si un peuple n'avait plus le pouvoir de se débattre ou de sortir tout seul d'une situation donnée, il y a le fait de l'histoire. Parce que la nature n'est pas injuste. La nature, elle repose sur le rééquilibrage contenu, ce qu'on appelle la loi de l'équilibre. À un moment donné, la nature se dit, mais non, ceux-ci ont trop gouverné, je vais renverser la tendance. C'est comme aujourd'hui les pays du BRICS qui renversent la tendance de l'impérialisme. La nature est ainsi faite. Le chasseur sera tôt ou tard chassé, il n'y a rien à faire. Mais si vous connaissez cette loi, vous agiriez de façon juste pour ne pas être demain, aujourd'hui chasseur et demain chassé. Mais si vous pensez que vous pouvez tordre le cou à la loi, vous vous trompez parce qu'il y a des forces de l'histoire que vous ne pouvez jamais arrêter. C'est impossible. Ça fait partie de ce que la nature a de plus que nous, de plus que vous. Je vous donne un exemple. Exactement, pratiquement 13 ans, la Libye est aujourd'hui déchiquetée. Mais personne ne fait la relation entre la mort de Kadhafi il y a 13 ans, 12, 13 ans, et ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Parce que pour tout le monde, ce sont des événements naturels. Mais quoi qu'on dise, que ce soit des événements naturels, comme par exemple les feux au Canada ou en Grèce, ou même ailleurs dans tout le pays de l'Europe et autres, il faut retenir un fait. Non seulement la nature est plus puissante que nous, elle trouvera toujours une voie détournée pour rendre impuissantes nos capacités de nous protéger d'elle, parce qu'elle sait que la seule façon que nous avons de nous protéger d'elle, c'est de respecter l'ordre naturel. Mais comme l'Occident et l'impérialisme ne veulent pas respecter l'ordre naturel, ils pensent qu'ils peuvent toujours déformer les choses et ensuite s'imposer à la nature. La nature attend la ronde de l'histoire et le cycle de la nature, la cyclologie universelle, pour pouvoir les abattre. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a un fait définitif, nous sommes dans un autre cycle qui va instaurer un nouvel ordre mondial. Je ne vais pas parler pour le simple fait de parler, je vais attirer votre attention sur des faits pratiques. Et je m'en vais vous poser une question simple. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez une connaissance de ce qu'on appelle une génération? C'est-à-dire qu'on dit, voilà la première génération, la deuxième génération, la troisième génération.
Voilà, c'est de ça que je parle. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une génération? Une génération, c'est une période temporelle ayant une durée variable. C'est une durée de 25 ans jusqu'à 33 ans. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, les gens estiment que c'est une période de 22 à 33 ans. Mais sur le plan métaphysique, sur le plan de la spiritualité ancestrale, enfin pas une généalogie, une génération est une période de 33 ans, pas moins. En fait, 33 ans, pardon, pas plus, ça peut être moins, 28 ans, 30 ans, mais globalement, c'est une période de 33 ans. C'est pour cette raison que, en métaphysique et dans la science de la nature, pour ceux qui maîtrisent les lois naturelles, on dit qu'il faut 3 générations pour faire un siècle. Vous avez certainement entendu ça. Si c'était 25 ans, 3 fois 25, on n'a pas un siècle, on est d'accord. Mais l'adage est précis. Il faut 3 générations pour un siècle, pour 100 ans. Ça veut dire que nous sommes dans une période de 33 ans. Mais le cycle de 100 ans, il est dénommé également le cycle de 99 ans. Parce que la 100e année est non seulement une phase de finition, mais en même temps de démarrage pour un autre cycle. Beaucoup parlent donc du cycle de 100 ans, mais les initiés parlent du cycle de 99 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que à chaque 100 ans ou à chaque 99 ans, il y a de nouveaux enjeux caractériels qui se mettent en place. Mais sur quelle base ces principes-là peuvent-ils se mettre en place? Laissez-moi vous expliquer. Tout commence par le nombre 3, la Trinité, toujours importante. Les scientifiques ont découvert que tous les 3 ans, la chimie de notre corps change. Ça veut dire que chaque 3 ans, il se produit ce qu'on appelle une mutation. C'est infime, mais la mutation est réelle, elle est vraie. Tous les 3 ans, il se produit une mutation. Une mutation, c'est quoi? C'est une modification de l'information génétique. Ça veut dire que notre génétique, nos gènes, détiennent une information qui peut être modifiée. Et donc, tous les 3 ans, il y a une modification de la chimie de notre corps qui provient donc de nos gènes, mais c'est minime. Le cycle du soleil est de 11 ans. Tous les 11 ans, il y a une modification dans la cyclologie solaire. Vous avez donc naturellement 33 ans. Ça veut dire que une génération, bien, c'est une période où un ensemble d'individus ayant subi ce qu'on pourrait appeler une modification de l'information génétique, c'est-à-dire une mutation. Maintenant, imaginez une génération, 2 générations, 3 générations comme 3 ans. Une année, il y en a. 2 ans, il y en a, mais c'est plus sensible et plus touchable. 3e année. Je ne vais pas rentrer dans les calculs du nombre pi, qui en fait est un nombre cyclologique qui démontre que toutes les fois qu'une chose tend à aller vers le nombre 3 et un peu plus du nombre 3, eh bien, ça devient un événement incontournable, d'où le nombre 3,14. Mais j'en parlerai après. Il va sans dire que le nombre 3 ou le triangle est ce qui fait apparaître les choses, car les choses n'apparaissent que dans le triangle. Et le triangle, ou 3,14 également, est la frontière entre l'apparition et la manifestation qui représente le nombre 4. Revenons donc à la chimie de notre corps qui change tous les 3 ans et à la cyclologie solaire. On a donc une génération humaine différente d'une autre génération à cause d'une simple information, la mutation, c'est-à-dire une modification de l'information génétique. C'est ce qui fait qu'on peut différencier
une génération d'une autre génération, ce qui induit naturellement un changement de mentalité, de comportement, de raisonnement, d'émotion et donc des individus caractériels. Et donc, à chaque génération, il y a un changement. D'ailleurs, vous connaissez les conflits de génération. C'est dû au fait que deux générations opposées n'ont plus les mêmes indices de référence mentale. Ça veut dire que le mode de pensée, de réflexion commence à s'éloigner. Maintenant, allez imaginer deux, trois générations. Donc, la loi naturelle veut que le cycle de 33 ans fois 3, c'est-à-dire le cycle de 99 ans, et donc de 100 ans, le centenaire, soit l'un des cycles les plus importants. Et donc, à chaque 100 ans, des événements se produisent. À chaque 100 ans. Si c'est faux, retournez en arrière et commencez à faire les calculs entre 99 et, 80 et 100 ans. Vous verrez cela se produire. Maintenant, nous allons analyser cela ensemble. Il y a non seulement les événements du point de vue biologique qui indexent les généalogies, mais les événements historiques également s'inscrivent dans ce qu'on appelle les générations. Pardon. Les événements historiques également indexent les générations. Pour être plus pratique, partons de 1960. Nous savons tous, vous et nous, que 1960 est une période conventionnelle, même si tous les pays n'ont pas eu leur indépendance en 1960, eh bien, cette date de 1960 devient un peu comme la période de vague d'indépendance, que ce soit 1957, 59, 62, selon tel pays. En fait, le nombre précis, c'est 1960 et les autres qui gravitent autour. Alors, de 1960, 33 ans après, nous allons faire le calcul ensemble, hein, si vous le souhaitez. Je vais le faire avec vous. Nous avons 1960 plus 33 ans, d'accord? Ça fait 1993. Et vous allez voir que les changements ont commencé à s'opérer du parti unique et ont commencé par le multipartisme à partir de 1990, 1991, etc. Ça veut dire que après 33 ans, vu que une génération est en fait une mutation, c'est-à-dire une modification de l'information génétique, de nouvelles réalités s'imposent. Et donc, à partir de 90, on a commencé à vivre les vagues de multipartisme qui étaient confondues à de la démocratie. Maintenant, allons un peu plus loin et faisons ensemble 1993 plus également 33 ans. Vous avez alors 2026. Ça veut dire que nous sommes dans une autre période temporelle qui a commencé en 1993 et qui indexe une nouvelle génération, et donc 33 ans, et ça va se terminer en 2026. Et nous sommes exactement dans cette vague où une nouvelle génération est en train d'émerger. Mais ce qui est frappant, c'est le principe des deux tiers. Tout le monde connaît ce principe puisque dans une assemblée, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers. C'est un principe conventionnel. Mais en fait, c'est un principe naturel. Donc, si nous considérons que justement 99 ans, c'est 33 fois 3, nous sommes donc dans une fraction bien donnée où on pourrait dire qu'en 2026, puisqu'on aura conclu 33 deux fois, donc on serait déjà dans 66 ans, sur 99, on a la majorité des deux tiers. Le principe veut que dans la majorité des deux tiers, le tiers restant, c'est-à-dire que si on fait 2026 plus 33 ans, on va se retrouver à 2059, 2060, dont la dernière tranche, le tiers restant, est incapable de contrebalancer le mouvement en place. Ça veut dire que, étant donné que nous avons franchi la barre des deux tiers, c'est fini.
ça veut dire que nous rentrons dans une autre génération qui ne voudra plus jamais aller derrière. Et cette génération est en train de parler de souveraineté. Et donc, la souveraineté, qui est donc la fin de ce qu'on peut considérer comme étant le multipartisme, sera à partir de 2026 la nouvelle conscience évidente de tous les peuples pour dire on n'en veut plus. Et donc, dans un cycle de 100 ans ou de 99 ans, à commencer par 1960 symboliquement, on se retrouve dans une période des 2 tiers, c'est-à-dire on a déjà pratiquement conclu 66 ans de ce cycle et il ne reste donc évidemment que 33 ans à terminer symboliquement. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a historiquement et naturellement une machine en mouvement et que personne ne peut plus arrêter. Cette lecture de l'histoire et de la conscience des peuples, selon la psychologie centenaire, n'est pas prise en compte par l'Occident. Parce que la politique de l'Occident, c'est qu'en dehors de la nature, nous créons un écosystème qui doit s'imposer à la nature et nous faisons nos lois. Alors que dans notre écosystème, à nous, en tant que panafricains, en tant que kémites, c'est de respecter l'ordre naturel et de se servir de l'ordre naturel pour promouvoir les communautés. Il va sans dire que nous sommes dans deux systèmes de pensée différents. Voilà quelqu'un, un président de la République qui ment et qui, sans vergogne, dit Haïti a été pris en otage, alors qu'on a dit à Haïti, dégage du pays, on ne veut plus de toi, tu n'es plus le bienvenu, c'est notre droit. Mais lui, il dit, il est pris en otage. Est-ce que quelqu'un à qui on a dit de partir est encore un otage? Mais, et vous appelez cela de la morale? Vous pensez que celui-là a une moralité? Voilà le problème que nous avons avec l'Occident. La déchéance morale de l'Occident est ce qui nous pose un problème parce qu'on est arrivé à un carrefour, on a ouvert les yeux. Même les enfants qui naissent aujourd'hui ont ouvert les yeux et constatent que les impérialistes sont des menteurs. Et vous pensez qu'on va reculer pour accepter cela? Non. La France doit dégager ses bases militaires du Niger. Ça arrivera, que la France le veuille ou pas, et c'est absolu. Et tous les pays africains qui vont héberger les bases françaises, eh bien, ces chefs d'État vont finalement partir. On va les décapiter. Pas moi, l'histoire. Et ça, d'ici la fin de centenaire, c'est-à-dire de 1960 plus 99 ans ou 100 ans, alors tout sera complètement bouclé. Je voudrais rappeler aux panafricains, aux panafricanistes, aux kémites, aux hommes intelligents et à ceux qui soutiennent l'Afrique de savoir qu'il est bien de faire un combat, mais un combat réussit mieux lorsqu'on a la connaissance de la psychologie de l'histoire et de comment la nature elle-même nous accompagne dans cette psychologie-là. Je vais vous dire une vérité. Nous sommes dans une bataille. Elle ne fait que commencer. Elle durera. Et vous devez tenir la barre. Parce que cette bataille, elle ne s'arrêtera pas avant 2059. Je vous assure. Elle ne s'arrêtera pas avant 2000. J'ai du mal à vous comprendre. Essayez de me demander à nouveau. Elle ne s'arrêtera pas avant 2059. Ça veut dire avant 2100, pratiquement. Donc, nous ne sommes pas dans une course de vitesse. Nous sommes dans une course de fond. Et il faut des gens qui ont de la profondeur pour tenir. Parce que l'impérialiste va utiliser d'autres moyens pour vous encercler, provoquer la guerre, tenir la baïonnette. Mais ne pensez pas, vous les Africains, vous qui aimez l'immédiateté, ne pensez pas que nous sommes dans une bataille qui va terminer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ni dans 10 ans. Non. Tout
finira en 2059, selon la cyclologie de 100 ans. Et plus on s'approchera de 2026, de 2030, de 2040, beaucoup de bouleversements arriveront. Et ce sera à l'avantage des peuples qui ont été bafoués, qui ont été trompés, des peuples africains. Je vous le garantis, c'est absolu. Il n'y a aucune modification qui puisse arriver dans cela. Même les Occidentaux le savent. Ils veulent juste faire la pression pour essayer de changer l'histoire. Parce qu'ils savent que la majorité des 2 tiers l'emporte. Ils ont essayé de ne pas avoir cette majorité des 2 tiers, c'est-à-dire que le peuple ne se réveille pas avant qu'on rentre dans la deuxième phase de la génération, donc de 66 ans. Mais malheureusement, le peuple s'est réveillé. Et ce qui a accéléré l'éveil des peuples, c'est l'ère du Verseau. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on est déjà entré dans l'ère du Verseau. Oui, certes, on est entré dans l'énergie de l'ère du Verseau, mais en fait, on n'est pas totalement entré dans l'ère du Verseau. Et selon les calculs, nous entrerons dans l'ère du Verseau de façon réelle entre 2100 et 2150 ans. Ce qui veut dire que, en fait, tout se précise effectivement. Même si quelqu'un dit qu'on est déjà dans l'ère du Verseau, il n'a pas tort. Parce qu'il y a une imprécision sur la période de vacances entre 2 ères qui varie. Mais cette période se trouve justement dans un laps de temps qui est très calculé par ceux qui maîtrisent le cycle des yugas et qui se trouve dans une vacance bien précise de 150, 160 et des fois même jusqu'à 200 ans de période, de laps de temps. Mais on n'est pas là pour faire ce calcul. Je voudrais juste appeler tous les peuples africains à l'éveil. Sachez une chose, c'est notre heure, l'heure des peuples. Sachez également que l'histoire est de votre côté, de notre côté. Et aujourd'hui, nous avons déjà la majorité des 2 tiers requises parce que de 1960 à 2023, jusqu'en 2026, nous avons déjà accepté le changement, la mutation, c'est-à-dire la modification de notre information génétique. Nous avons refusé d'être comme ceux qui nous avaient précédés et qui vivaient sous le joug du colonialisme. Nous refusons le néocolonialisme et nous affichons cela dans notre mutation, c'est-à-dire dans la modification de notre information génétique. Parce qu'en fait, un peuple ne change pas parce qu'on lui dit de changer. Un peuple ne change que lorsque le changement prôné est digéré par ce peuple et devient une information génétique qui modifie une ancienne information génétique. Or, il y avait déjà un conditionnement génétique qui avait toujours prévalu. Mais à l'heure actuelle, ce conditionnement a perdu de sa vitesse, de sa valeur et même de sa tenance. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se produit? Une modification de l'information génétique de tous les peuples africains qui se réveillent à un moment donné pour dire stop, on n'en veut plus. Et cette lecture, Macron ne la fait pas. Pourquoi? Parce que c'est un hyperconformiste, donc un individu dangereux. C'est-à-dire que là où ce qui est conforme même s'arrête, lui ne peut pas s'arrêter là. Il va créer une brèche, il va créer sa loi, il va logiquement admettre que c'est ça, et ça n'apparaît logique à lui ou à ses clans. Et si le peuple français ne l'arrête pas, eh bien, c'est le peuple français qui va en payer les frais. Les Africains ne feront plus commerce avec Macron tant que c'est lui qui sera votre président de la République. Mais le jour où il partira, eh bien, le peuple d'Afrique fera encore commerce avec la France. Et que la France arrête de quémander, d'apporter de l'aide au Maroc. Ça ne veut rien dire, ces conneries. Arrêtez ça. Mais quand même, quand on a subi une déculottée, remettez votre culotte. Dans le monde entier, vous n'êtes plus apprécié.
Non pas en tant que peuple français, non, mais en tant qu'autorité française voulant imposer un impérialisme et des valeurs contre nature que nous n'admettrons absolument jamais. Tenez-le pour dit, l'histoire est contre vous. C'est pourquoi tout ce que vous allez faire et tous les sbires, les inconscients chefs d'État qui vous soutiennent vont tomber. Parce que nous sommes à une période de l'histoire où l'histoire même ne vous soutient pas. Est-ce que vous avez compris? C'est important de savoir quand s'arrête une bénédiction et quand s'arrête et quand commence une malédiction.